personnellement travaillé pendant 5 ou 6 ans. Alors, ça, quelques indications sur mon parcours. Donc, je ne suis pas français, je suis belge, bruxellois d'origine. J'en viens d'ailleurs, c'est un peu origine. Et donc, j'ai au départ été le premier responsable du premier programme de dépistage du cancer du sein en Belgique. C'est moi qui avais initié vraiment ces programmes-là. Donc, depuis lors, j'ai un peu changé d'avis. Et donc, je vais essayer de voir avec vous pourquoi j'ai changé d'avis. Et donc, pendant tout un temps, j'ai, en fait, grâce au fait que j'ai pu travailler donc, au Centre international de recherche sur le cancer, où là, véritablement, j'ai pu entamer des recherches sur le dépistage du cancer du sein, des cancers en général, en tout cas leur évaluation. Bon, alors, j'ai essayé de faire avec vous, sur un quart d'heure, ce qui n'est pas évident, enfin, un survol des notions, je dirais, épidémiologiques, parfois cliniques, sur le dépistage des cancers, et en prenant d'abord comme première chose, comme première grande notion, c'est que le but du dépistage des cancers, c'est d'abord et avant tout de prévenir la mortalité par cancer. C'est le seul vraiment grand objectif. Il y a un autre objectif d'éviter le traitement lourd, des choses comme cela, mais la première chose d'abord et avant tout, c'est le décès par cancer. Alors le dépistage, il fonctionne d'une manière extrêmement précise, c'est-à-dire qu'il doit prévenir les cancers avancés. Les traitements, ils augmentent la survie ou diminuent la fatalité, je préfère parler de mortalité due à un cancer pour un stade spécifique. Par contre, le dépistage, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue le stade auquel on diagnostique un cancer. Donc c'est deux approches très complémentaires, finalement. Un sur la fatalité, c'est le traitement, l'autre sur le stade de diagnostic, c'est le dépistage. Donc il est tout à fait, donc en fait la conséquence immédiate de cette vision du dépistage est qu'un dépistage efficient dans la population implique la réduction de l'incidence des cancers avancés. Ce qui veut dire qu'obligatoirement, le dépistage efficient dans la population, en 2001, dès le moment où le dépistage est efficient dans une population, l'incidence des cancers avancés doit diminuer. C'est la condition sine qua non. Bon, alors, nous avons appliqué cela. Alors, je vous montre d'abord, pas le cancer du sein, mais un autre cancer, le cancer du côlon, colorectal. Et ce graphique qui a l'air un peu compliqué, nous montre en fait une chose assez. Ce sont les résultats des essais randomisés. Donc, il y a eu 11 essais randomisés qui ont été réalisés soit par la détection de sang dans les selles, soit par la fibroscopie, la sigmoïdoscopie. Et ces 11 essais randomisés dont je résume les résultats ici montrent ici la diminution, le risque relatif de diagnostic d'un cancer colorectal avancé. C'est-à-dire que, par exemple, ici dans cette PLCO, qui est un énorme essai randomisé aux États-Unis, eh bien, on a obtenu 30% de réduction du risque de cancer avancé chez les hommes et les femmes qui avaient été invités pour avoir une fibroscopie. Et cette diminution, donc la réduction des cancers avancés, est accompagnée par une réduction presque équivalente de la réduction de mortalité par cancer du côlon. Si on met tous ces essais randomisés les uns derrière les autres, eh bien, vous voyez que vous avez une assez bonne corrélation entre le gain, la prévention des cancers avancés et la prévention du décès par cancer colorectal. C'est quelque chose qu'on peut faire pour tous les essais randomisés qui ont été faits. Je présente ceci parce qu'il est assez exemplaire. Donc, ça, c'est la molécule de base, je dirais, ce qui justifie le dépistage. Alors, évidemment, on peut se poser la question, ah, ça, c'est des essais randomisés, est-ce que ça se retrouve en population? Efficience, ou l'effectivité difficile de voir. Alors, oui. Et si on prend, par exemple, les tendances dans la distribution du cancer colorectal par stade en Europe, parce qu'il n'y a pas trop de données en Europe, enfin, il en existe quelques-unes, et je prends, par exemple, le sud des Pays-Bas, où il y a un registre qui enregistre les stades. Eh bien, en rouge, ce sont les stades avancés, en bleu, ce sont les stades précoces. Eh bien, vous voyez que dans le sud des Pays-Bas, les cancers du côlon au stade avancé, ou les cancers du rectum de stade avancé, tendent toujours à augmenter. Encore quelques années, c'est toujours augmenté. Alors, je prends le registre bourguignon, qui est de M. Favre, qui a monté un superbe registre, et ils ont travaillé beaucoup sur le dépistage colorectal, et il a montré il y a quelques années, de fait, que le cancer avancé colorectal en Bourgogne diminue. Donc il y a quelque chose qui se passe. On retrouve dans les populations ce que l'on a observé et trouvé dans les essais randomisés. Tout ça est très logique, ça va même très loin. Bon, ceci on est en train de le publier, où en fait on vient de démontrer, donc,
on montre pour la première fois en fait que donc, ceci, ce sont les hommes et les femmes de plus de 50 ans qui ont eu au moins une colonoscopie ou une fibroscopie après 50 ans. Et ceci, c'est le changement, avec ici la diminution de la mortalité par cancer colorectal. Bien, vous voyez que immédiatement, vous avez une forte corrélation entre la fréquence d'endoscopie colorectale et la diminution de mortalité. Je ne peux pas dire qu'il n'y a que le colorectal, qu'il y a que le dépistage qui fonctionne, mais en tout cas, il a une puissance extrême sur la prévention du décès par cancer colorectal. Et alors, on voit des pays qui sont un peu à la pointe, comme la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, vous voyez, on les voit chez les hommes, chez les femmes, et on a vu les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont forts en retard à ce niveau-là. Et ça, on le sait parce qu'il y a peu de gastro-entérologues, par exemple, aux Pays-Bas par rapport à la France. Donc ça marche très bien. Alors ça, c'est exemplaire, c'est en Autriche, où ils ont un excellent registre national, où on peut remarquer, en fait, depuis les années 90, où ils ont vraiment généralisé le dépistage endoscopique, surtout la colonoscopie. Et puis on voit ici les cancers régionaux, les cancers donc avec les ganglions régionaux envahis par les métastases, et ça diminue très très bien. Même chose également pour les cancers métastatiques d'emblée, chez les hommes que chez les femmes, une véritable diminution de ces cancers avancés. Donc, clair, c'est l'empreinte d'un effet du dépistage. L'avantage de cet indicateur, c'est qu'il ne dépend pas des traitements. Le diagnostic d'un cancer avancé, c'est avant que l'on fasse des traitements. Donc, c'est un bon reflet finalement de ce que l'on gagne en faisant du diagnostic précoce. Je passe très vite parce qu'on voit la même chose avec le cancer du col utérin. Ça c'est en Islande, où il y a également des diminutions des stades qui ont été. Et alors en Islande également, dans les pays nordiques, c'est déjà une publication qui date, mais qui a été importante, disons, dans la confirmation de l'intérêt du dépistage du col utérin par cytologie, où des pays comme la Finlande et la Suède qui avaient introduit très tôt le dépistage dans les années 60, par rapport à la Norvège qui avait introduit ce dépistage peut-être presque 20-25 ans plus tard, on a pu observer un énorme retard de la Norvège pour ce qui est de sa diminution de la mortalité par cancer du col utérin. Donc là, on voit très bien qu'il y a une forte relation entre la mise en place d'un dépistage et les effets sur les cancers avancés, et puis après sur la mortalité due à ce cancer. Alors, comme Jean-Claude Salomon faisait allusion, un cancer qu'on aurait oublié, mais qui est toujours là, malheureusement, c'est le neuroblastome chez l'enfant, qui est un cancer rare, on peut dire, mais dont on avait imaginé, il est grave, c'est dans une population, les enfants c'est quand même le premier cancer extracrânien. Généralement, il est diagnostiqué que les métastatiques, c'est-à-dire qu'en général, le pronostic est toujours assez réservé, et il peut se diagnostiquer dans différentes parties du corps. Bon, je passe le détail, mais ce qui est important, c'est qu'on a constaté que les enfants avec un neuroblastome avaient dans les urines une forte concentration de métabolites de catécholamine, donc de noradrénaline. Donc, qu'est-ce qu'on a imaginé? Eh bien, il suffit de doser les résidus, les métabolites de catécholamine dans les urines, et bien on pourrait détecter les enfants qui éventuellement auraient un neuroblastome. Je crois que vous connaissez l'histoire. Et alors, il y a surtout trois régions, disons, Japon, le Canada et l'Allemagne, qui ont véritablement mis en place des politiques de dépistage du neuroblastome, et au Japon déjà en 70. Et fort heureusement, il y a eu une bonne évaluation de ces politiques de dépistage. Et je vous montre ici ce qui s'est passé, c'est une des publications dans le New England en 2002, où on a observé trois choses. Un, la mortalité, là où il y avait du dépistage et pas de dépistage, finalement, n'a pas changé. La deuxième chose qu'on a constatée, c'est que les stades avancés, oui, les stades 4, pour métastatique d'emblée, là où il y a eu dépistage et pas de dépistage, pas de changement. Par contre, là où il y a du dépistage, on voit une explosion des stades précoces. Et ça, c'est le surdiagnostic. Donc on s'est retrouvé devant un dilemme, ça c'était fin des années 90, début des années 2000, où tous ces pays ont décidé d'arrêter le dépistage du neuroblastome pour les trois raisons que je viens de vous citer. Pas de changement dans la mortalité, là où il y a du dépistage par rapport à pas de dépistage, pas de différence dans les cancers avancés, là où il y a du dépistage, pas de dépistage, et évidemment le surdiagnostic. Donc ça c'est les trois choses, et le neuroblastome s'est arrêté. Actuellement on n'en fait plus du tout. Bon, alors, ici on passe au cancer du sein, on y arrive, où là on a des essais randomisés, surtout les essais randomisés suédois, qui montrent, tiens,
il y a une diminution de la mortalité par cancer du sein grâce à la mammographie dépistage. Faite tous les 2-3 ans chez les femmes entre 40 et 74 ans. Donc, on sait très bien que ces essais randomisés ont obtenu des résultats extrêmement différents, depuis une diminution de 42% ici à Copenhague, jusqu'à absolument pas de diminution dans les essais randomisés canadiens. Forte hétérogénéité. Enfin, peu importe, c'est devenu, je dirais, la recommandation que tout le monde, tous les pays ont pris en charge et auquel j'ai adhéré très fortement. Hein, je dois dire, pas pour rien, j'ai été sur le projet pendant 10 ans pour le dépistage du cancer du sein. C'est évident, pour nous, c'était là. Il faut voir que début des années 90, bon, vous savez, à un certain âge, pour moi, il n'y avait pas de traitement. C'est génial d'avoir quelque chose comme ça, comme dépistage. Et alors, très vite, les gens qui ont été eux-mêmes les promoteurs du dépistage, qui ont fait ces essais randomisés, si on voit donc Stéphane Dufy, Laszlo Tabar, ils ont publié très clairement dans les années 2000 le key feature, enfin je le dis en français, l'élément clé dans le programme de dépistage mammographique réussi est la réduction du taux d'incidence des cancers avancés. Donc, strictement, tout ce que je viens de vous raconter, enfin, c'est vraiment eux-mêmes, c'est ce qu'ils avaient constaté dans les essais randomisés. Bon, alors, on a commencé donc à regarder, quand j'ai rejoint le cirque en 2005-2006, j'ai dit, bon, là on commence à avoir des données suffisantes de suivi des populations, regardons si c'est ce qu'on observe dans les populations. Et donc on a démarré tous ces travaux en équipe, même chose ici à Genève, aux Pays-Bas en fait ça revient, je vais vous montrer d'autres données, ici c'était en Norvège, oui, ça semble même augmenter, donc des résultats extrêmement curieux. Même chose en Australie, en Victoria, en Tasmanie, pas de diminution alors qu'il y a des dépistages, et ça c'est aux États-Unis, où les publications, vous avez sans doute vu, parues dans le New England avec Blair et Welch, des auteurs très connus dans le domaine, où et surtout là ils avaient également montré une chose, c'est que donc, les cancers métastatiques de novo, c'est-à-dire diagnostiqués à un stade 4 au moment du diagnostic, il n'y a absolument aucun changement d'incidence aux États-Unis. Il y a une publication qui va sortir qui va montrer en fait que ça augmente encore, malheureusement. Et donc, et très peu de réduction des stades régionaux. Alors ça, je reviens avec les Pays-Bas, parce que ça c'est quelque chose qui va être publié cette année, en cours de publication, qui est l'incidence des cancers du sein aux Pays-Bas. Donc vous savez que les Pays-Bas, ils ont un programme modèle qui a démarré en 88-89. Il y a quasiment 80-85% de la population féminine de 50 à 74 ans, 15 ans, donc, qui participe à ce dépistage. Donc c'est vraiment, je dirais, l'expérimentation naturelle, je m'excuse de parler comme ça, mais quasiment presque parfaite. Il y a beaucoup de données, donc en fait, nous avons réussi à avoir des données du registre national du cancer par stade. Et par contre, lorsqu'on regarde le cancer du sein, eh bien, les Norvégiens qui ont démarré, je dirais, quasiment 15 ans plus tard que les Suédois, ils ont une diminution de mortalité par cancer du sein qui est supérieure à celle des Suédois. Donc il y a quelque chose là qui est totalement contradictoire. Même chose, ça c'est pour les Pays-Bas, par rapport à la Belgique, c'est bien cela. Donc, ça c'est quelque chose qu'on a publié dans le British Medical Journal, où on voit que dans le cancer du sein, il n'y a pas de différence, alors que la Belgique a énormément de retard par rapport aux Pays-Bas sur ce dépistage. Même chose pour l'Irlande du Nord et l'Irlande, la République Irlande, où là, le dépistage du col utérin a vraiment fait des miracles en Irlande du Nord, alors qu'il n'y a pas beaucoup de dépistage réalisé en République d'Irlande. Et alors, cancer du sein, par contre, alors que de nouveau, il y avait une forte avance de l'Irlande du Nord sur la mise en place des dépistages du cancer du sein, finalement, ça n'a pas eu de différence entre les deux pays. Il faut savoir qu'en République irlandaise, le dépistage du cancer du sein a démarré, le programme de dépistage a démarré il y a quelques années. Donc, on est vraiment... Donc là-dessus, il y a un problème d'impact sur ce que le dépistage joue sur la mortalité par cancer du sein. Là, on commence à poser une première question. Et la deuxième, évidemment, qui vient, qui est celle du surdiagnostic. Alors, surdiagnostic, c'est en fait, il y a deux manières de faire un diagnostic de cancer. La première, c'est celle qui est traditionnelle depuis Mathusalem ou depuis les Grecs, c'est la tumeur qui grossit, donc c'est quelque chose de clinique. Et alors, une deuxième façon de faire un diagnostic, c'est le microscope. Alors, le microscope, il ne va jamais vous dire, il ne peut pas encore vous dire actuellement si vous avez une tumeur qui cliniquement est vraiment importante, significative ou pas. Bon, les tumeurs, c'est dans l'incapacité de pouvoir savoir, ces tumeurs ont une évolution clinique
si elles vont stagner. Donc actuellement, et ça c'est un peu le problème, disons, du dépistage, c'est que, étant donné que ce qui détermine la présence d'un cancer est un examen histologique, dès le moment où vous avez un cancer mais qu'on ne peut pas prédire son avenir, il est clair qu'il va y avoir un traitement immédiat. Et ce traitement sera le même, quel que soit évidemment le potentiel de devenir potentiel de ces cancers. Et donc c'est là que commence le diagnostic. Et le premier, c'est le in situ, le cancer in situ qui était quand même rare avant la mise en place du dépistage mammographique, et ainsi que les cancers de stade. Alors, rapidement, je vous montre un peu, parce que ça c'est intéressant de données historiques, c'est en 91, c'est américain avec Eric Feuer, qui est un statisticien remarquable. On leur avait demandé au CI, s'il vous plaît, quelle est la projection de l'incidence du cancer du sein avec la mise en place du dépistage mammographique aux États-Unis. Et il a dit, bien oui, on va observer une augmentation de l'incidence transitoire, et puis on va revenir à l'évolution, à la tendance qu'il y avait avant la mise en place du dépistage. C'est ce que tout le monde prévoyait, tout le monde avait prévu ce genre de choses, tout le monde avait son petit graphique dans son PowerPoint à l'époque pour montrer que ça allait être comme ça. Et ce qui s'est passé, évidemment, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose de tout à fait différent, où on a constaté une augmentation très importante du dépistage du cancer du sein, qui n'est jamais revenu au niveau de départ. C'est resté toujours très haut. La seule chose où on a constaté une diminution un peu importante, c'est ici lorsqu'il y a eu le coup d'arrêt sur le traitement hormonaux de la ménopause, qui était très fort aux États-Unis. Ça, c'est les données suédoises, ou également chez les femmes invitées au dépistage entre 40 et 74 ans. Suède, c'est vraiment un âge extrêmement très large. Il y a une augmentation donc, du dépistage des dons de cancer du sein chez ces femmes de 40 à 74 ans. Mais vous voyez ici que cette ligne-là, ce sont les femmes qui ont 75 ans et plus. Là, l'incidence du cancer du sein reste la même. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait anormal. Si l'argument est on dépiste plutôt un cancer, donc ne se viendra pas plus tard, la logique voudrait que, normalement, on devrait observer alors une diminution concomitante, à peu près proportionnelle, des cancers du sein, de l'incidence, après, quand le dépistage est terminé. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Dans aucun pays. Ça reste à peu près ce genre de configuration. Alors ça, c'est aux Pays-Bas, ça, c'est les données là, que nous sommes en train d'étudier. Pays-Bas, il y a eu également, en fait, ils ont eu deux stades, deux étapes, si vous voulez, dans la mise en place du dépistage. Au départ, le dépistage, on n'invitait que les femmes de 50 à 69 ans, et à partir de 98, les femmes de 70 à 75 ans ont également été invitées. Et on voit immédiatement, et ça c'est pour les cancers ici tout, on voit immédiatement que, par exemple, chez les femmes de 70 à 75 ans, alors qu'avant, il n'y avait pas de dépistage de ces femmes, elles avaient à peu près la même incidence que les femmes plus âgées. Et bien, dès qu'on a commencé le dépistage, on voit à peu près ce qui s'est passé. C'est assez spectaculaire. Et ceci correspond à la mise en place du dépistage par la mammographie digitale, qui est remarquablement sensible pour détecter les petites inclusions calciques. Et ça, c'est des petits tout. Donc là, là c'est assez intéressant, même joli comme histoire. Même chose pour les cancers de stade 1, également pour les femmes de 70 à 74. Donc, si on fait les calculs de tout cela, je vais pas vous passer. Donc, le calcul, c'est très simple. Actuellement, un cancer du sein dépisté sur 2, c'est le diagnostic. C'est pas compliqué. 1 sur 2. Diagnostic qui est dépisté, qui est trouvé à la mammographie. Maintenant, vous avez un cancer, on l'a trouvé grâce à la mammographie. Une chance sur 2 que ce soit un sur diagnostic. Donc, c'est à peu près là qu'on en est. Le temps. Oui, il est temps. Voilà. Alors là, je vais donc. Je vais d'ailleurs m'arrêter un peu là parce que finalement, est-ce qu'on n'est pas dans la même situation que le neuroblastome? 3 questions. Il n'y a pas de diminution de mortalité, il y a beaucoup de dépistage, il n'y a pas beaucoup de dépistage, pas de diminution des stades avancés, sur le diagnostic. Donc, on doit faire comme le neuroblastome, on arrête tout. Pourquoi pas? Mais il y a une chose, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est l'existence de ces essais randomisés. Parce qu'il n'y a pas d'essais randomisés pour le neuroblastome, pas du tout. Alors vous avez d'un côté, ça c'est évidemment la polarisation actuelle, entre les tenants, c'est les essais randomisés qui ont raison, et donc c'est ça qui est la norme, et il n'y a pas question de changer, on va continuer avec le dépistage. Et puis d'autres, moi actuellement, enfin
c'est pas comme les autres cancers, donc il y a un souci. Alors qu'actuellement, on est vraiment entre ces deux pôles. Et alors, comme disait Jean-Claude Salomon, il y a évidemment là derrière l'intérêt à la fois politique, financier, etc., qui sont importants. Voilà, je vais en rester là, je pense que c'est le plus important. Juste pour dire, et ça c'est ce que nous publions actuellement, on dit qu'en fait, finalement, le problème de base, c'est ce qui s'est passé. Bon, je vais passer ça, hein, je ne vais pas le matin, je ne vais pas vous assommer avec ça. Mais ce qui est essentiel, c'est que les essais randomisés sur plus le fait en Suède, finalement, se révèlent avoir été extrêmement mal faits et avoir des résultats. Ils ont surestimé considérablement le bénéfice attendu de la mammographie. Ils l'ont surestimé à la fois pour des questions de design, vraiment des essais randomisés, et secondement, également d'analyse statistique. Les deux publications que nous avons faites l'année passée, cette année, qui sont publiées, on montre maintenant de manière assez claire que tout ce qu'on a fait dans les essais randomisés, surtout en Suède, ça ne correspond à rien à ce qui a été fait pour les autres cancers, colorectal, même la prostate. Ce n'est pas les mêmes analyses, ce n'est pas la même façon d'aborder les choses, etc. Donc ça, c'est quelque chose, maintenant, je dirais, c'est un peu la nouvelle frontière de discussion, c'est de revenir à ces essais randomisés et dire, voilà, il y a peut-être quand même un gros souci.